Sans titre, sans titre. Bodegón numéro un, sans titre. Bodegón numéro 2, sans titre. La mélancolie du père, sans titre. Bodegón numéro 3, sans titre. Hello d'Alisco, Bodegón numéro 4, sans titre. Stella Dolorosa, sans titre. Merci Henri, sans titre. Los dos Antonios. Les deux Antonio font pied de figure. Les deux Francis numéro Ouais, si un. tu veux, moi c'est- c'était une autre époque, hein, c'était il y a 50 ans, quoi. Donc les enfants n'avaient pas le même rôle que maintenant, ils étaient plus en retrait, hein. L'espace était occupé par des adultes, et l'enfant, il était admis, mais il écoutait. Moi, j'étais un gamin, j'étais admis, je veux dire, il n'y a pas de souci, mais j'étais beaucoup dans l'écoute et le regard, quoi. J'étais beaucoup dans la contemplation des choses et des individus. Et pour moi, et c'était une époque aussi où on écrivait, les gens écrivaient, ils recevaient du courrier, ils s'envoyaient des lettres, il n'y avait pas de mail, d'ordi, hein, c'était bon, c'était le facteur quand même, hein, le facteur, le papier. Bon. Et le stylo-bille n'avait pas encore été inventé, ou à peine. Tu vois, je veux dire, ça fait vraiment un vieux con, mais c'est vrai, je veux dire, c'était ça. Le stylo-bille faisait scandale parce que ça déformait la graphie, les gens râlaient contre, enfin, les instits, tout ça. Bon. Donc, il y avait cet aspect où pour moi, je pouvais voir qu'un adulte qui recevait un papier avec des choses écrites dessus pouvait avoir des réactions, si c'était des bonnes nouvelles ou des pas bonnes, pouvait pleurer, tu vois, il pouvait y avoir des émotions générées par un papier comme ça, avec des petits gris-gris dessus, des petites lignes qui avaient des gribouillis, quoi. Quand t'es gamin, que tu as 3 ans ou autre, tu te dis, mais c'est magique, quoi. C'est magique. Il reçoit un papier et tout d'un coup, il pleure ou il rit ou tout va bien. Ou, tu vois. Voilà. Donc il y avait ça, voilà. Et pour moi, l'adulte, c'était ça. L'adulte, c'était quelqu'un qui était capable d'écrire et de transmettre quelque chose de transmettre du sens avec une petite, quelque chose qui était des traits, des petits traits qui se modulaient comme ça sur une ligne. Et donc moi je m'entraînais à faire ça. Je me disais, bon, peut-être que moi aussi je vais y arriver. Donc avant même l'école, quoi. Donc je faisais des trucs qui ressemblaient à des lettres, qui n'étaient pas des lettres, mais bon. Après, il y avait tout le côté dessin. Tout le côté dessin dans les illustrés, les caricatures des journaux. Ça, à l'époque, il y avait moins de photos, hein. Les techniques d'impression étaient nettement moins développées qu'aujourd'hui. Donc le dessin était très présent dans la presse. Donc il y avait, par exemple, dans la presse sportive, il y avait peu de photos. Il y avait des photos qui étaient bleutées ou marron, des sépias, des choses comme ça, les vieux miroirs sprint, des choses comme ça, qui étaient pas de très très bonne qualité. Donc souvent le dessin venait en relais, les dessins étaient meilleurs, étaient mieux imprimés. Et donc il y avait des caricatures de sportifs avec des petits vélos et un petit corps et une grosse tête. Ça, c'était au moment du Tour de France, par exemple. Voilà. Et ça, c'était prodigieusement intéressant. Moi, ça me plaisait beaucoup. Comment on pouvait donner avec comment on pouvait déformer la réalité en la déformant, lui donner plus de force, quoi. Il y a eu un truc en deux temps. Les Beaux-Arts, au milieu des années 70, et disons 15 ans après, art graphique. Donc l'art graphique est intéressant parce que tu reviens dans les beaux-arts, tu reviens dans la création, mais par la petite porte. Tu vois, bah, par exemple, Bernard Harine, il a toujours une formule quand il voit un tableau comme ça, un peu abstrait, il dit ah, ben, le mec, il a essuyé le pinceau. Donc ça fait un truc, et on l'encadre, et ça fait un tableau. Voilà. Donc tu as une ironie qui te vient par rapport à tout ça, que après tu abordes autrement les choses. Mais j'ai toujours fait en sorte que professionnellement, il y ait un écho de ça. Le lien s'est parfois distendu, mais il s'est jamais rompu. Et il a fallu que j'attende d'avoir 45, 46 ans par là pour exposer vraiment en mon nom propre. Je m'y étais pas autorisé avant, quoi. C'est les deux gens, donc Juan Gris
et Jean Dubuffet. Et voilà, c'est une rencontre improbable, parce que historiquement, Gris était mort depuis longtemps quand Dubuffet a commencé à peindre. Mais c'était intéressant de montrer quelque chose de très dessiné dans un cas et quelque chose de beaucoup plus libre dans l'autre et beaucoup plus brut. Même si là, je le traite d'une façon, le rendu que j'en fais élimine un peu leurs différences, hein. C'est-à-dire la manière de Dubuffet est beaucoup plus brutale que ça, qui est traité en aplat, qui est traité avec un... Et finalement, ça passe très bien, ces deux espèces d'arlequins qui, qui font au fond une parenté entre les deux peintres, quoi. Mais j'aime bien travailler en aplat, j'aime bien je trouve que l'aplat donne la réalité de la couleur. Alors que dès l'instant où on est dans la matière, où on est dans... L'aplat et l'acrylique euh, font exister la couleur pour elle-même un peu. Je retrouve assez souvent des gris colorés comme ça, des gris légèrement teintés avec une touche de rouge ou une touche de bleu parfois. C'est un peu, oui, on pourrait dire que ça revient. Ah, mais après, je me laisse un peu guider par le modèle aussi, hein. Et en l'occurrence, là, c'est le Dubuffet. Il avait fait comme ça un fond gris, des éléments de rouge dedans. Et gris, c'était à peu près comme ça aussi, quoi. J'aime bien travailler dans l'aplat, dans le plat, et en même temps suggérer, forcément, on suggère forcément des espaces. Mais j'avais envie de jouer, oui, là, sur cette espèce d'avant-plan, et puis de réintroduire du dessin qui est un dessin précubiste, peu déformé. Même là, c'est pas un système de pochoir, c'est une ligne préalable. C'est vrai qu'avec un petit atelier, je peux difficilement... les grands formats, pour moi, c'est 120 par 60 en gros, hein, ou 1 mètre par 1 mètre. Je peux difficilement aller au-delà. Mais c'est pas une... Voilà, c'est les conditions matérielles qui font que, pour l'instant, en même temps, le monumental n'est pas forcément lié à la taille, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir des choses qui sont d'esprit monumental. Je ne dis pas que c'est le cas de ce tableau en particulier, mais d'esprit monumental sans que le format lui-même soit monumental. Et à l'inverse, on peut avoir des choses très grandes d'un format qui tiennent pas forcément leur dimension. Ce qui est intéressant là, par exemple, c'est de voir que on peut imaginer que ce dessin continue comme ça, et voilà, et qu'il y a celui-ci est totalement non figuratif, mais c'est quand même la même famille, quoi. Et la particularité de celui-là, c'est que ce sont des séries de papier très fin, de papier Japon, qui sont estampés au préalable et qui sont marouflés sur une toile. Et après, il y a des petits rehauts d'acrylique. Par exemple, le rose, c'est de l'acrylique. Mais tout le reste, c'est de l'encre taille douce. Et après, il y a un dessin, le dessin de cette trame qui, en gris, bon, le gris un peu rouge dont je parlais tout à l'heure, qui vient...
Les titres sont récents dans mon travail. Aussi bien le travail d'estampe que les toiles un peu anciennes ne sont pas titrées. Donc c'est du sans titre. Et les titres arrivent assez récemment. Euh, des titres comme les deux Antonio font Piet Figure, qui est référencé à Mondrian, puisque Mondrian s'appelait Piet, son prénom. Bodegón. Bodegón, c'est le nom espagnol pour nature morte. Donc, il y a toute une série de bodegón, bodegones, de bodegón numéro 1, bodegón numéro 2, bodegón numéro 3. Il y en a un qui s'appelle Hello d'Alisco. C'est une espèce de référence mexicaine, mais en même temps qui a à voir avec l'odalisque, qu'on entend odalisque. Bon, il y a des jeux comme ça, un peu de langage, des petites références comme ça, des petits clins d'œil à, à ce qui me touche, quoi. Voilà. C'est un support particulier, c'est pas la palette du peintre, mais c'est une palette de transport. C'est Robert Indiana, le peintre, qui est ici, portraituré, avec Robert Zimmermann, qui est Bob Dylan. Et en fond, il y a une interprétation du célèbre tableau d'Indiana, avec les 4 lettres Love. Donc le jeu, après, c'est d'amener là-dessus, sur ce premier dessin, je vais amener un pochoir qui sera vraisemblablement ça, et qui est venu de la photo du bouquin de Dylan. C'est le ci. Donc c'est une interprétation de cette photo, et il s'est passé par quelques étapes de dessin préalable, et après pour arriver au pochoir, quelque chose qui est plus dans le contraste, et donc qui va me servir de matrice, et que je vais vraisemblablement mettre avec une bombe. Alors donc il y aura les deux Robert côte à côte. Au début, j'avais vraiment du mal avec la toile, le châssis, tout ça. C'est un peu contraignant, mais bon, en même temps, on s'y fait, je m'y suis fait, je crois, mais peut-être que ça m'a donné une liberté, que ce support donne une liberté. Là, je suis en train de finaliser une plaque de bois, de contreplaqué. Toujours le risque d'avoir des marques qui peuvent être intéressantes, mais quand on ne les veut pas, on ne les veut pas, quoi. Il y a en fait, à l'arrivée, il y aura ça. Ça sera ça. Sans les lettres, mais le dessin, c'est ça. À peu de choses près. C'est un travail qui est en négatif, en fait. En négatif et en miroir. C'est-à-dire que cette plaque, en réalité, une fois imprimée, il va regarder dans ce sens, il va être comme ça, comme il est là, dessiné, en gros. Mais il doit être gravé comme ça. C'est l'effet de... C'est comme un tampon, quoi. Le tarot de Marseille, par exemple, était fait avec des planches de buis. Les personnages du tarot, je m'en suis servi dans certains tableaux, ou dans certains dessins.
y a eu quelques traces et je rectifie ma planche. J'avais peur beaucoup sur l'intérieur de la forme et ça va. C'est sur les contours, c'est ici et là que ça a posé un peu problème. Enfin là, ce que je viens d'enlever là, et un peu par là. Donc grâce à cet outil merveilleux, qui est un ciseau de menuisier adapté à la gravure, c'est une gouge plate. On peut enlever un peu de... Mais bon, c'est jamais... Le bois en même temps, c'est jamais très très clean. Donc forcément, il y en aura peut-être un peu toujours. Souci aussi, donc on va le faire... On va enlever. Tu crées une zone de, enfin, tu vois, de fragilité, de souplesse qui peut faire que ce que tu voyais pas au début, puisque ça on le voyait pas du tout. Du coup, tu le vois. Enfin, tu vois, il y a peut-être, peut-être il faut que tu ailles presque jusqu'au bord de la forme pour être sûr de pas être. J'ai l'impression que c'est plus un défaut en fait de la plaque d'ancrage qu'un défaut de pression. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, la pression se met sur les bords. Là, c'est super bon. Là. Ouais, voilà. Mais ça l'était déjà sur l'autre. Ouais. Il faut enlever un chouïa, Hein? Ouais, tu vois, déjà, le centre était... Ouais, je sais pas en même temps. Il faut enlever un tout petit Ou alors peu, garder celle-là et regratouiller les bords en se disant qu'à force de croiser les ancrages, ça va aussi... Si tu veux des noirs parfaits, après, je sais pas ce que tu veux, si tu veux vraiment des aplats noirs, ou si ça te dérange pas. Non, ça me suffit, ça, tu vois. Ça me suffit, ça. Il faut, une fois qu'on a la fluidité requise, qu'on a le liant de l'encre, que le rouleau est uniformément ancré, on peut aller sur le bois avec un dosage qui doit être ni trop peu, ni trop d'encre parce que le dessin est déformé, et pas assez d'encre, au contraire, ça va mettre la matière du bois trop en valeur, et donc enlever du contraste à la gravure, à l'estampe. La machine a été réglée par rapport à ce canson qui a un grammage particulier. Et donc, évidemment, si je prends un papier plus fin, ça va influer, ça ne sera pas du tout la même trace. Si je prends un papier, au contraire, plus épais, je vais avoir aussi un effet différent. Et après, ce qui est intéressant, c'est de faire des essais sur du papier comme ça, basique, de qualité médiocre, comme un canson, et après tirer sur du beau papier, un beau velin ou quelque chose comme ça. Mais encore une fois, moi j'aime bien tirer sur des papiers qui sont sans dignité, quoi, du papier journal, du papier qui a déjà servi, du papier d'emballage, du craft, des choses qui sont un peu voilà, qui ont une histoire déjà. Et amener mon travail sur quelque chose qui a déjà une histoire, ça m'intéresse beaucoup. Le plaisir du jeu, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, ça aussi c'est un point commun, parce que ça c'est ludique. Hein. Quand tu m'as demandé pourquoi je parlais de Peter Brook. Hein. Peter Brook qui dit un artiste, c'est un enfant expérimenté. C'est ça, c'est quelqu'un qui joue, mais qui a appris à jouer de façon le plus précis possible et le plus efficace possible. Il y a ce côté de... Voilà, le jeu, oui, le jeu, parce que c'est un jeu, quoi. C'est un jeu. Et l'absence de discours. C'est-à-dire que dans les deux cas, tu peux pas dire ah oui, mais moi je l'ai fait comme ça parce que je le vois comme ça, et si le dessin est pas juste, si ça tient pas, si c'est pas structuré,
Si c'est pas composé, si ça se casse la gueule, on peut toujours dire oui, mais c'est parce que j'ai voulu que ça se casse la gueule. Mais c'est un peu tiré par les cheveux. Il y en a qui le font. Mais en pétanque, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si on rate, on rate. On ne peut pas dire mais j'ai fait exprès de rater parce que je voulais que l'équipe adverse gagne. C'est un peu spécieux, quoi. Il n'y a pas de repentir, quoi. Une fois que le bois est entaillé, est entamé, il n'y a pas de gomme possible. Une fois que la boule est partie, c'est pareil. Il n'y a pas de repentir. Elle touche ou elle ne touche pas. Voilà. Donc il y a ce côté où il faut se mettre un geste dans la tête et dans le corps, dans la répétition, jusqu'à ce qu'il soit un peu, qui vienne de lui-même, qu'il n'y ait plus de mental, que le mental soit libre par rapport à ça. Ça a à voir avec le souffle, avec, voilà. Je connais des gens qui sont des artistes de la pétanque, oui, qui me laissent béat d'admiration, bien sûr. Oui, 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 oui. Ça, sans l'ombre d'un doute, il y a des artistes de la pétanque, ouais, dont je ne fais pas partie, modeste niveau, mais je me défends. Je me défends.